Olivier Babot, bonjour. Bonjour. La dernière fois que vous êtes connecté sur un site internet, Le Figaro peut-être par exemple, vous avez lu une nouvelle ou un article et vous vous êtes dit « Décidément, ce monde ne tourne pas rond. Quoi. Rien ne va plus. » C'était quand? Je crois que c'était ce matin. Parce que je lisais ce matin une nouvelle expliquant que ChatGPT avait réussi un examen de médecine qui était réservé à des gens qui avaient fait normalement au moins 5 années d'études. Donc je me suis dit de plus en plus, non, ce monde ne tourne pas rond. Nous sommes sur une exponentielle. Ça va de plus en plus vite, de plus en plus haut avec la machine pour le meilleur et pour le pire. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Olivier Babot, professeur, essayiste et fondateur de l'Institut Sapiens et un peu obsédé en ce moment par ChatGPT. On en reparlera. On va parler de Sapiens dans un premier temps. Donc Sapiens va fêter ses 5 ans, l'Institut, dans très peu de temps. La raison d'être de cet Institut quand vous l'avez fondé, quand vous en êtes président, quand vous l'avez fondé, c'était quoi et comment est-ce que ça a évolué en 5 ans, 5 ans des années-lumière à l'époque qu'on connaît? Ça paraît à la fois il y a peu de temps et il y a beaucoup de temps. On a fait plein de trucs en 5 ans. L'idée il y a 5 ans, c'était de créer un think tank moderne. Un think tank, c'est quoi? C'est une sorte de carrefour où on fait se croiser les expertises, où on fait travailler ensemble les gens, où on essaye de produire de la réflexion qui éclaire le débat public avec la vitesse du débat public, mais avec probablement la rigueur aussi de l'académisme, évidemment que je connais par ailleurs. Tout ça en faisant se parler ensemble des mondes, du public, du privé, des médias, du grand public, parce que vraiment tout ce qu'on fait est gratuit et ouvert à tous. Et on a des gens qui se connectent de partout dans le monde, enfin de partout en France et de partout dans le monde, et ça c'est très agréable. Tous ces gens-là discutent, on essaye d'éclairer les enjeux aujourd'hui qui sont extraordinaires. Sapiens, quand on l'a créé, l'idée c'était la machine change le monde, pour le meilleur, pour le pire, et il faut essayer d'apporter des réponses. Depuis 5 ans, c'est pas ennuyé. Voilà. Ça, je veux bien le croire. Comment est-ce qu'on choisit ces combats? Alors, on parlera de vos combats ensuite, Olivier Babot, mais les combats de l'Institut Sapiens, comment est-ce qu'on les choisit? Année après année, vous faites quoi? Vous vous adaptez, vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous lisez la presse, parfois pour le meilleur comme pour le pire, et vous vous adaptez à ça? On lit énormément de choses, on regarde un petit peu par capillarité, et puis en fait on est évidemment intéressé plus sur certaines choses. On a aussi des experts qui viennent et qui nous disent tiens, j'ai envie de porter une parole là-dessus, et donc nous on les aide à se valoriser, à pouvoir peut-être mettre en forme leurs réflexions, ou on organise des groupes, et puis évidemment il y a des choses. De tête, un peu et aussi, un petit peu, très souvent en fait il suffit qu'ils viennent, et puis on rencontre énormément de gens, on rencontre des centaines, des milliers de gens chaque année, c'est ça qui est passionnant dans ce métier, et qui sort vraiment d'ailleurs de l'université où on est pour d'autres raisons plus concentré sur d'autres choses. Et donc, en rencontrant plein de choses, on a plein d'idées, les idées germent, mais à un moment, on dit « Ah bah tiens, là, par exemple, sur la douleur chronique, sur l'observance médicale, sur la santé visuelle, pour prendre juste des exemples qui sont dans la santé, on dit « Ah, il y a un truc, on a envie de mener un combat, on a envie de faire entendre une voix, ou ah, il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un scandale, il y a un manque, les gens ne sont pas au courant de telle chose, il faut parler de ce sujet. » On a une idée, on se développe, on étudie, on fait une petite étude, et puis voilà, on sort des chiffres ou des rapports, et on en parle. Quoi. Parce que je me souviens, au tout début de Sapiens, c'était le grand sujet. Aujourd'hui, c'est totalement rentré dans ça s'est moulé, disons, ça s'est greffé à notre époque, mais c'était l'intelligence artificielle. Je me souviens du docteur Laurent Alexandre, que vous connaissez bien. L'intelligence artificielle, c'était le buzzword, c'était le ChatGPT. De 2017. Il faut se souvenir, il y a des modes. On parlait aussi de l'imprimante 3D à un moment, ça a complètement changé. Parfois, on est déçu, il ne se passe rien. Et l'IA, c'était ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après une sorte d'excitation, c'était un peu retombé parce qu'on s'était dit, bon, l'IA forte, c'est dans très longtemps. Et en fait, depuis quelques semaines, on est dans un monde complètement nouveau parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une IA très intelligente, parce que ChatGPT est encore stupide, elle ne sait pas ce qu'elle fait en fait. Il n'y a pas de conscience de soi, il n'y a pas de volonté. En revanche, c'est une IA extrêmement performante avec les nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui se sont développées et la puissance qui va avec et qui donne des résultats authentiquement bluffants dont les applications en économie, dans la société, sont infinies. Intelligence artificielle, métavers, c'est le genre de concept dont on se dit, qui font un peu peur, et on se dit un peu, peut-être même par paresse, oh là, ça c'est vraiment le futur, quoi. Gardons ça dans un coin de table. Je crois qu'il y a 2 erreurs à ne pas faire. C'est dire de toute façon ça n'arrivera pas, et 2, de dire ah mon Dieu, ça y est, il n'y a plus que ça qui existe. Je pense que justement il faut raison garder, il faut essayer d'être technosophe, c'est-à-dire avoir une sorte de philosophie de la technologie dans l'époque à laquelle on vit, et c'est-à-dire se dire comment la société va changer au contact des technologies, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Ça, on ne peut pas l'éviter de toute façon. On ne peut pas l'éviter, et c'est le plus on dur. aurait tort de le faire. Et puis c'est le plus dur à prévoir. On ne savait pas que les réseaux sociaux tueraient la démocratie, et que finalement un trombinoscope aurait pour conséquence quelques années après l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison. On pouvait pas imaginer ça. Et pourtant c'est ce qui s'est passé par justement l'effet d'alchimie qui est très intéressant entre en gros nos cerveaux du Paléolithique, nos institutions du Moyen Âge et puis ces technologies dignes des dieux
avec lesquels on vit de plus en plus. Tout ça fait un réactif de plus en plus explosif. C'est ça qu'on essaye de regarder, d'observer, peut-être de prévenir et d'arranger les choses. Parce que notre croyance, c'est évident qu'on ne peut pas débrancher les nouvelles technologies, que tout ce qui... C'est la loi de Caldor, hein. Tout ce qui peut se faire va se faire. Il faut donc qu'on essaye d'aiguiller. La question, c'est comment on arrive à aiguiller tout ça. D'aiguiller, de réguler, de faire en sorte que ce ne soit pas que ça soit pour le chaos, quoi. Voilà, pour le bien commun, dans l'intérêt des gens, et qu'évidemment, on ne verse pas dans les scénarios dystopiques dont on voit très très bien tous, puisqu'on va tous au cinéma et on lit les livres, on voit très très bien à quoi ces scénarios dystopiques pourraient correspondre. Vous êtes un twitto, donc un utilisateur de Twitter. Je suis dépendant, je suis un tweetaholique. Voilà, un tweetaholique, Olivier Babot, et vous faites souvent des états d'âme sur ce que vous voyez, sur ce que vous lisez, et on vous sent souvent désespéré. Moi, je trouve, quand je lis vos tweets, désabusé, désarçonné parfois, et pourtant, vous ne manquez pas d'énergie. Finalement, que la nouvelle soit négative ou positive. Vous savez, c'est Gramsci qui dit qu'il faut le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Donc, j'ai ça sur Twitter. Un jour, quelqu'un m'a demandé, je crois que c'était un ancien étudiant qui me suivait, il m'écrit, mais je ne comprends pas quelle est votre stratégie sur Twitter. Et je lui dis, mais j'ai pas de stratégie, il se trouve que je suis entre deux portes, je suis dans le taxi, je suis dans le train, je voyage beaucoup. Eh ben, j'ai une idée, j'écris un truc, j'ai pas énormément de filtres, j'en ai un peu heureusement, parce que sinon on verrait ce que ce serait, mais j'ai pas énormément de filtres, donc je tweete, et puis c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de gens qui réagissent. Quoique j'ai une règle qui est très importante sur Twitter, c'est que je lis quasiment pas les commentaires. Parce que la plupart du temps, ils sont extrêmement violents, on a des menaces, on a des gens qui comprennent à contre-temps, et donc ça, c'est trop dur, et la vie est trop courte pour lire les commentaires sur Twitter. Les commentaires sont souvent anxiogènes, que ce soit sur Twitter ou ailleurs. Est-ce que vous avez... Alors, je sais, on n'a pas le droit d'être nostalgique, on n'a pas le droit de dire c'était mieux avant, etc. Est-ce que vous, Olivier Babot, sans filtre, cette époque que nous vivons, que nous traversons tous les deux et que tout le monde traverse, ceux qui nous regardent sur le Figaro Live ou ceux qui nous écoutent sur Figaro Radio, est-ce que cette époque, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette époque finalement ? Souvent, les gens me disent je suis nostalgique de mes 20 ans. Ouais. Moi, pas du tout. J'ai aucune nostalgie de mes 20 ans. Je suis très content tel que je suis. Je suis content d'être dans ce monde qui est hyper excitant, qui est peut-être un petit peu inquiétant à certains abords, mais ce côté vertigineux de ce qui se passe, l'incroyable quantité de toutes les possibilités et des progrès réels pour l'humanité en son entier qu'on a aujourd'hui, c'est un truc extraordinaire. Et au XVIIIe siècle, il y aurait d'autres enjeux, mais enfin, c'était quand même pas les mêmes. Ou même d'ailleurs au XXe, cette ère des extrêmes, extrêmement violente politiquement. Moi, j'étais plutôt content en 89 de la voir se clore avec la fin du mur de Berlin. C'était pas la fin de l'histoire. On voit que l'histoire continue de façon différente et qu'on peut faire quelque chose. Moi, je suis ravi d'avoir tous ces outils, mais il faut pas évidemment tourner le dos à tous les défis que ça Olivier Babot, je sais qu'on a une passion commune, enfin peut-être plusieurs, mais en tout cas une passion commune. Ce sont les buzzwords, enfin les mots, les expressions, les choses à la mode. Encore, le monde d'après, c'est entre guillemets, le monde d'après, c'est quelque chose dont on a parlé pendant toute la crise sanitaire. En gros, aujourd'hui, le monde d'après, il y a plus, on ne le lit plus dans la presse, on n'en parle plus. Est-ce que vous pouvez me décortiquer, m'analyser peut-être, professeur Babot, ce tic de langage et ce buzzword? D'abord, les buzzwords sont facilités par le fait qu'on vit dans des médias qui eux-mêmes vivent avec des journalistes qui vivent avec des choses qui sont comme une forme de prêt-à-penser qui arrange beaucoup. C'est un peu comme ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants de ne pas faire, c'est-à-dire utiliser les mots qui sont les expressions toutes faites. Vous savez, l'inflation galopante, elle est toujours galopante. Et au bout d'un moment, si l'expression est toute faite et qu'elle est tout le temps utilisée, eh ben elle est vide. Et ce qu'il faut, c'est en permanence essayer de les réutiliser. Les buzzwords, ils sont intéressants parce qu'ils montrent, à un moment donné, ils montrent un problème qu'on n'arrive pas, sur lequel on a du mal à mettre le doigt. Le monde d'après, c'est qu'on essaye de sentir qu'on veut ou qu'on se trompe d'ailleurs sur le fait que le monde change complètement. Parfois, on ne fait que traduire ses propres aspirations. On montre le fait qu'on a envie que tout change et que le monde d'après, c'est forcément celui qui doit correspondre à celui qu'on avait envie de voir arriver. Et au contraire, ça peut être une inquiétude, puis ça peut être une illusion complète sur le fait que les choses ne changent pas réellement. Je pense qu'il faut toujours, quand on regarde le passé, c'est ça qui est intéressant quand on regarde le passé, voir qu'en réalité, la plupart des choses sont déjà le prolongement de ce qui existait déjà, avec des espèces d'invariants de la nature humaine et de la société, par exemple, qui continuent, et puis des choses authentiquement nouvelles qui font qu'on arrive effectivement à voir arriver des choses qui n'existaient pas authentiquement, même économiquement, sur les plateformes, les fonctionnements à coût marginal zéro, et puis qui a des conséquences énormes sur la société, sur la création de valeur. Vous avez évoqué, Olivier Babot, vos étudiants, un étudiant qui vous avait écrit. Vous êtes prof, donc vous enseignez à des masters notamment, vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous êtes essayiste, je l'ai dit aussi en préambule, mais est-ce que ce sont des choses qui se confondent bien,
vous articulez votre vie professionnelle de façon... comment vous faites voilà. En fait, quand on est professeur de gestion de l'entreprise et qu'on parle, par exemple, de la psychosociologie de la décision, parce que je fais des cours là-dessus, en fait, tout ce que je fais à côté, il enrichit mes cours, parce que je peux parler de ce que les entreprises font, parce que j'en vois tous les jours, de ce que font les entrepreneurs, de la façon dont ça fonctionne, des questions que ça pose. Je crois vraiment que de plus en plus, l'universitaire, avec le temps qui évolue, il a besoin justement d'être quelqu'un de transversal qui fait le lien entre les savoirs, entre les disciplines, qui pose des questions, qui problématise, parce qu'évidemment, pour apprendre des choses très concrètes et très ponctuelles, l'étudiant, de plus en plus, il a plus besoin de nous, il peut aller sur Internet pour faire ça. Vous êtes un universitaire proactif, on pourrait dire. Oui, je suis un universitaire qui sort beaucoup des murs de l'universitaire. Je pense qu'il faut tous les styles. Vous pouvez avoir des gens qui sont à 100% à l'intérieur et c'est très très bien. Moi, je suis un universitaire qui très rapidement a senti le besoin d'aller à l'extérieur. J'ai fait un petit peu de politique, j'étais en cabinet ministériel, je me suis intéressé à la chose publique. Je m'y intéresse toujours, mais d'une autre façon, pas dans l'engagement, mais plutôt dans l'engagement des idées. Et je pense vraiment que le débat public a besoin d'espèces de gens qui viennent titiller et qui ont un peu cette liberté, comme j'ai cette chance-là, cette liberté de ton, cette liberté de parole, et puis cette liberté de temps qui fait que j'ai le temps de réfléchir à ce qui se passe. Et puis, une partie de mes activités, c'est de faire des conférences à droite, à gauche sur ce monde qui arrive. Là. Est-ce qu'enthousiasmer, enchanter les élèves, c'est une chose évidente à notre époque? Est-ce que vous, quand vous étiez sur les bancs de l'université, que vous aviez un prof en face de vous, un universitaire, qu'est-ce que vous appréciez ou pas chez cet universitaire et qu'est-ce que vous reproduisez dans votre façon d'enseigner? La recette Babo pour enseigner, c'est quoi, si tant est qu'il y en ait une? J'essaye déjà d'être enthousiaste. J'ai assisté dans ma vie, j'étais étudiant très longtemps, dans beaucoup d'endroits, dans plein de disciplines. Et j'ai vu beaucoup d'heures de cours, dont beaucoup ont été ennuyeuses, mais certaines m'ont marqué pour la vie. Et en fait, mon objectif, dès que je rentre en cours, quels que soient les étudiants et le type de formation, c'est de dire je vais vraiment essayer de faire une différence et que cette heure qu'on a passée ensemble, que le coût d'opportunité ne soit pas négatif pour eux, pour parler en économie, c'est-à-dire que vraiment, ils ne regrettent pas leur matinée, leur après-midi, qu'ils aient appris quelque chose, qu'ils aient retenu des phrases. D'ailleurs, parfois, je croise des étudiants, quelques années plus tard, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, quand je les croise, ils me disent « Un jour, vous avez dit ça, eh bien, ça m'a marqué. » Et ils se le répètent. Alors, c'est souvent marrant, ce n'est pas une phrase dont vous vous souvenez forcément d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui les marque. À l'instant T. À l'instant T et qui les fait réfléchir. Je crois vraiment qu'on est dans notre rôle de professeur. Et si d'ailleurs les professeurs réussissent à se maintenir face à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies pour transmettre le savoir demain, c'est parce qu'il y aura ça. Il y a ce côté, peut-être à la limite un peu maître-disciple, où vous essayez de faire passer des choses qui sont quasiment de l'ordre de l'expérience de vie, beaucoup de questionnements, et qui vont être en résonance. C'est ça que j'essaye de faire à chaque fois. Après, ça ne marche pas à tous les coups. Merci. Merci Infiniment, professeur Babo, donc je l'ai dit, essayiste, fondateur de l'Institut Sapiens, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.